En d'autres termes, si la Pologne ou un quelconque pays venait à attaquer l'Allemagne, la France devrait irrémédiablement défendre l'Allemagne par tous les moyens dont il dispose, y compris la force armée. Il n'y a absolument aucun garde-fou, ce qui veut dire que la France, en théorie, il n'est pas exclu d'utiliser l'arme nucléaire. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2019 et nous allons traiter du traité d'Aix-la-Chapelle, remettre un peu les choses dans le contexte et essayer d'analyser assez rapidement le document. Nous n'allons pas parler des choses qui ont déjà été analysées dans les médias mainstream, mais d'autres choses assez importantes que les médias mainstream ont occultées bizarrement. Donc non, la France ne va pas vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est complètement faux. Au sens premier du terme, c'est complètement faux. Maintenant, est-ce que la France peut s'affaiblir avec ce traité? Corps Sensible et moi-même tendons à le penser quand même. Vous allez le voir pourquoi. Ça sera plus de la coopération. Et donc la France sera pieds et mains liés, comme vous allez le constater. Donc on va regarder rapidement. Donc là vous avez tout un préambule, la République française, la République fédérale d'Allemagne, reconnaissant le succès historique, blablabla, la réconciliation, on s'aime et on veut le prouver. En gros voilà ce que cela veut dire, on s'aime et on veut le prouver. Donc jusqu'ici tout va bien. Nous arrivons ici, réaffirmant l'engagement de l'Union européenne en faveur d'un marché mondial ouvert, équitable et fondé sur des règles dont l'accès repose sur la réciprocité et la non-discrimination et qui est régi par des normes environnementales et sociales élevées. Conscients de leurs droits et obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, donc, etc. Nous arrivons au chapitre 1er. Affaires européennes, article 1er. Les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique européenne. Ils agissent en faveur d'une politique étrangère et de sécurité commune, efficace et forte, et renforcent et approfondissent l'union économique et monétaire. Moi, ce que je ne comprends pas dans ce traité, c'est qu'il parle de l'Union européenne, ou bien sûr de l'amour entre les deux pays, l'amitié entre les deux pays. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que la France et l'Allemagne qui ont signé ce traité. Pour moi, c'est incompréhensible. Puisqu'on parle, les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique européenne. Pour moi, ça devrait avoir été signé par tous les acteurs de l'Union européenne. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est une question que je n'arrive pas à répondre. Je ne sais pas pourquoi avoir constitué ce traité entre la France et l'Allemagne sans avoir consulté les autres pays, assez étonnant, je ne comprends pas. Donc, renforce, promouvant la convergence économique, fiscale et sociale ainsi que la durabilité dans toutes ses dimensions. C'est pareil là, pourquoi avec l'Allemagne, spécifiquement avec l'Allemagne? Pourquoi pas avec l'Italie? Pourquoi pas avec l'Angleterre? Pourquoi un traité bilatéral avec l'Allemagne et pas avec un autre pays? C'est aussi une question qu'on se pose. Nous avons l'Italie qui est proche également, la Belgique, l'Espagne qui n'est pas très loin, l'Autriche également, Luxembourg. Pourquoi avec l'Allemagne? Pourquoi? Est-ce que c'est une position stratégique et économique de la part de Emmanuel Macron, puisque l'Allemagne est un pays extrêmement exportateur avec une balance exportatrice bénéficiaire très très importante? Possible, ça peut être un argument. Peut-être que ça peut être un argument que Emmanuel Macron traite de ces sujets-là avec l'Allemagne. Pourquoi pas? On peut l'entendre en tout cas. L'article 3, chapitre 2, article 3, donc paix, sécurité et développement, l'article 3. Les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure. Toujours pareil, hein. Pourquoi avec l'Allemagne et pas avec les autres? Pourquoi spécifiquement avec l'Allemagne? Là, matière de politique étrangère, de défense, de sécurité extérieure et intérieure, là on ne parle pas de business, là on parle vraiment de sécurité. Il faut donc que la France n'a pas de frontière avec la Belgique, n'a pas de frontière avec l'Italie, ou avec l'Espagne, ou je sais pas moi, pourquoi uniquement avec l'Allemagne? Pourquoi? Je sais pas. Article 4, du fait des engagements qu'il y a eu en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, etc. Modifiant le traité sur l'Union européenne, modifié par le traité de Lisbonne de décembre 2007. Merci Monsieur Sarkozy, qui a été contre le référendum entre nous. Hein, ça on ne pourra jamais l'oublier. Il a changé un point, une virgule. Le traité de Rome est passé le traité de Lisbonne et basta, on l'a accepté
envers nous, l'un des plus gros dénis de démocratie, modifiant le traité sur l'Union européenne, blablabla, les deux États convaincus du caractère indissociable, blablabla, renforçant par là les systèmes de sécurité collective dont ils font partie. Ils se prêtent aide et assistance par tous les moyens dont ils disposent, y compris la force armée, en cas d'agression armée contre leur territoire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Ce qui veut dire que si un pays entre en guerre contre l'Allemagne, la France irrémédiablement devra prêter aide et assistance par tous les moyens dont la France dispose. Il n'y a absolument aucun garde-fou. Donc, est-ce que l'arme nucléaire est un moyen dont la France dispose pour prêter aide et assistance à l'Allemagne? Est-ce qu'on va devoir envoyer nos soldats français pour aller défendre l'Allemagne contre une puissance qui viendrait l'attaquer éventuellement? Je sais pas, je trouve ça assez grave quand même d'engager la France sans avoir consulté l'avis des Français sur ce cas-là. Parce que bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, tout ça est occulté par les médias mainstream, ils n'en parlent pas. Ils parlent de l'amour, la gloire. Ils parlent de tout ça, c'est l'amitié franco-allemande, oui c'est bien pour l'emploi, etc., etc. C'est encore à démontrer, c'est la salade qu'on nous avait vendue pour l'Union européenne, nous disant que nous aurions moins de chômage, que le taux de chômage aurait baissé, etc. Que nini, on s'est aperçu rapidement que c'était du blablabla. Et c'est bien pour ça que les Français avaient voté non au traité de Rome, parce qu'ils avaient vu clair. Ils avaient vu clair, ils savaient qu'il y avait anguille sous roche. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une éducation, plutôt une instruction extrêmement élevée pour comprendre certains points. Les Français avaient bien analysé le traité. Moi je me souviens de mon père qui avait lu intégralement le traité de Rome et qui avait conclu qu'il était hors de question de mettre oui au référendum. Je m'en souviens très bien, il avait analysé en long, en large et en travers. Donc si mon propre père l'a fait, je pense que d'autres parents ont pu le faire également. Certaines anecdotes racontent que le traité de Lisbonne, le traité de Rome qui était proposé aux Français avait été tellement analysé par les Français que cela avait été stabiloté et tout ça par une grande majorité des Français. Vous voyez, quand les Français veulent s'y mettre, c'est pas non plus les derniers de la classe. Ils cherchent, ils réfléchissent et regardent vraiment les intérêts. Est-ce que ça leur convient à eux ou est-ce que ça va convenir aux plus riches et aux élites? Donc je poursuis. On va passer directement ici. Les deux États agissent conjointement dans tous les cas où ce sera possible, conformément à leurs règles nationales respectives en vue de maintenir la paix et la sécurité. Ils continuent à développer l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de l'Europe dans le domaine militaire. A noter que M. Emmanuel Macron a reçu le prix Charlemagne très récemment. Le prix Charlemagne, de mémoire, en fait c'est un prix qui va récompenser une personne qui a mis tout en œuvre pour justement tenter de renforcer l'Europe. Et c'est Emmanuel Macron qui a eu ce magnifique prix. Alors, je reprends la lecture. Ce faisant, il s'engage à renforcer la capacité d'action de l'Europe et investir conjointement pour combler ses lacunes capacitaires, renforçant ainsi l'Union européenne et l'Alliance nord-atlantique. Les deux États s'engagent à renforcer encore la coopération entre leurs forces armées en vue d'instaurer une culture commune. Pareil, pourquoi toujours une culture commune avec l'Allemagne, mais pas avec les autres? Je pense que nous sommes plus proches d'une culture italienne, espagnole à la limite, que germanique. Hein, on est plutôt des latins. Nous sommes plutôt des latins. Et d'opérer des déploiements conjoints. Ils intensifient l'élaboration de programmes de défense communs et leur élargissement à des partenaires. Ce faisant, ils entendent favoriser la compétitivité et la consolidation de la base industrielle et technologique de défense européenne. Ils sont en faveur de la coopération la plus étroite possible entre leur industrie de défense sur la base de la confiance mutuelle. Et là, je descends pour ne pas que vous lisiez. Ce qui arrive après, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Quand je vous dis que les pays, les gouvernants sont des mafias légalisées, vous allez le voir. Ils s'autorisent à tout parce que c'est l'élite. Regardez bien ça, on va lire ensemble. Les deux États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armement en ce qui concerne les projets conjoints. Donc ils font un business, allez, on va conclure des traités ensemble. On va vendre des armes à droite, à gauche, la France, à l'Arabie Saoudite pour qu'ils viennent bombarder le Yémen. Le Yémen qui est quand même passé un peu sous silence
par les médias mainstream parce qu'il y a des dizaines de milliers de morts, des enfants et tout ça. Mon Dieu, c'est lamentable. Lamentable. Les épidémies qui sévissent, les meurtres, les meurtres, oui, je peux appeler ça des meurtres par bombardement. C'est incroyable, incroyable, incroyable. C'est incroyable. La France, en fait, vend des armes à l'Arabie Saoudite qui tue des innocents, des civils innocents. C'est incroyable. Incroyable. Et on laisse la France, Macron libre. Excusez-moi, mais comment qu'on appelle ça? On est censé enfermer des gens, les mettre en prison pour apologie du terrorisme. Mais qu'en est-il lorsque l'on vend des armes directement à des terroristes? Qu'en est-il? Absolument rien. Rien n'est fait. Ils sont là, ils vaquent à leurs occupations, ils prennent l'avion parce que monsieur a envie d'acheter son pain à 110 km, il prend un jet privé, ils veulent changer la vaisselle de l'Elysée, 500 000 euros. Ils, il veut retarder encore les retraites à 64 ans, le privé devra travailler un an de plus que le public pour avoir une retraite pleine, pendant que monsieur se dort tranquillement les fesses à droite et à gauche, et que monsieur, au bout de 5 ans, de contrat, il a retraite à vie et tous les avantages qu'il a avec. Donc ces gens-là nous demandent de nous serrer la ceinture et de travailler plus, alors que eux, au bout de 5 ans de contrat, se retrouvent en retraite à vie. À vie. J'ai fait un aparté parce que voilà, c'était pour les deux États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armement. Parce que c'est quelque chose qui m'horripile cette injustice qui est soi-disant indépendante. Soi-disant indépendante. On l'a vu avec M. Sarkozy quand il a réussi à avoir les écoutes par des juges. On le voit également par ce qu'on appelle l'amnistie du président de la République qui est possible. C'est-à-dire il peut avoir des jugements, des juges qui ont statué sur telle et telle peine, et monsieur le président de la République a le droit justement de dire oh, vos gueules, moi je choisis un autre chemin, une autre voie, je l'amnistie. De quelle justice indépendante on nous parle? De quelle justice indépendante nous parle-t-on? Les deux États instituent le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité comme organe politique de pilotage de ces engagements réciproques. Ce conseil se réunira au plus haut niveau à intervalles réguliers, compris leurs missions diplomatiques et consulaires. C'est toujours pareil, hein, les deux États étendent la coopération entre leur ministère des Affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Pourquoi avec l'Allemagne et pas avec d'autres? Pourquoi un traité bilatéral avec l'Allemagne? Et pourquoi pas un traité multilatéral avec plusieurs acteurs? Pourquoi l'Allemagne? Ils établiront des échanges dans leur représentation permanente auprès des Nations Unies à New York, etc. etc. Article 6. Dans le domaine de la sécurité intérieure, les gouvernements des deux États renforcent encore leur coopération bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, ainsi que leur coopération dans le domaine judiciaire en matière de renseignement et de police. Parce que là, parfait. Ils mettent en œuvre des mesures communes de formation, de déploiement et créent une unité commune en vue d'opérations de stabilisation dans les pays tiers. Pareil, pourquoi uniquement avec l'Allemagne? Les deux États s'engagent à être partenaires, dans l'article 8. Les deux États s'engagent à poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission de la République fédérale de l'Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Chapitre 3, culture, enseignement, recherche et mobilité. Alors, les deux États reconnaissent le rôle décisif que jouent la culture et les médias dans le renforcement de l'amitié franco-allemande. En conséquence, ils sont résolus à créer pour leur peuple un espace partagé de liberté et de possibilités, ainsi qu'un espace culturel et médiatique commun. Ils développent la mobilité et les programmes d'échange entre leurs pays, en particulier à l'intention des jeunes dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et définissent des projets chiffrés dans ces domaines, afin de favoriser des liens toujours plus étroits dans tous les domaines de l'expression culturelle, notamment au moyen d'instituts culturels intégrés. Ils mettent en place des programmes spécifiques et une plateforme numérique destinée en particulier aux jeunes. Article 10. Les deux États rapprochent leur système éducatif grâce au développement de l'apprentissage mutuel de la langue de l'autre. En 2019, je ne pense pas qu'il faille absolument axer le développement de la langue allemande, parce que je ne pense pas qu'en 2019 ce soit l'allemand qui soit le plus représenté dans le monde. Je ne sais pas si en Colombie ils savent parler allemand par exemple.
Je ne sais pas si en Chine, ils savent parler allemand ou tout le monde sait parler allemand. Je pense que c'est toujours l'anglais, ça restera toujours l'anglais. L'Allemagne, évidemment, la langue stratégique du XXIe siècle, donc c'est ironique. Pour mémoire, les 6 langues officielles de l'ONU, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 langues officielles de l'ONU. Donc l'une des langues les plus stratégiques, c'est quand même l'anglais. Et ça reste l'anglais. J'avais lu un livre de business, c'est pas dans MBA personnel de Kaufman, c'était dans un autre, je me souviens plus exactement, encore que, où il disait que connaître l'anglais, le parler, le comprendre, ça équivalait à un patrimoine de 50 000 $. Pour vous dire l'importance que l'anglais, la connaissance de la langue anglaise a. Parce que ça nous offre des opportunités que l'allemand ne nous offrira pas. Sauf si vous voulez aller travailler en Allemagne, bien sûr. Mais sinon, l'anglais, vous pouvez aller au Qatar avec, vous pouvez aller en Angleterre, vous pouvez aller dans tous les pays du monde, vous pouvez aller en Chine, vous pouvez aller en Malaisie. Vous allez en Malaisie, vous y installez, pas besoin d'apprendre le malais, vous pouvez apprendre l'anglais. Ils parlent très très bien l'anglais là-bas. Enfin, l'anglais est vraiment la langue universelle. Elle le restera encore pendant longtemps. Je ne vois pas quelle autre langue pourrait le détrôner. Très sincèrement, je ne vois pas. Article 11, article 13. À cet effet, dans le respect des règles constitutionnelles respectives des deux États et dans la limite du droit de l'Union européenne, les deux États dotent les collectivités territoriales, les territoires frontaliers et les entités transfrontalières comme les eurodistricts de compétences appropriées. Les deux États dotent les collectivités territoriales, les territoires frontaliers et les entités transfrontalières comme les eurodistricts de compétences appropriées. Ça veut dire que Paris, on n'a rien à foutre, ou le Var, on s'en fout, parce qu'ils ne sont pas frontaliers avec l'Allemagne. Dans ce cas, il revient aux deux États d'adopter la législation appropriée. C'est grave quand même. Article 15, on revient sur le bilinguisme entre l'Allemagne et la France. Donc après, il parle du numérique. L'article 20, les deux États approfondissent l'intégration de leurs économies afin d'instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes. Le Conseil économique et financier franco-allemand favorise l'harmonisation bilatérale de leur législation, notamment dans le domaine du droit des affaires. C'est incroyable parce que déjà 80-90% des droits en France sont régis par Bruxelles, par l'Union européenne, et on vient encore rajouter ici, donc on perd encore de notre indépendance politique, financière, militaire aussi, avec les articles que je vous ai lus précédemment concernant la cohésion entre l'Allemagne et la France lorsqu'un pays attaquera la France ou lorsqu'un pays attaquera l'Allemagne. Donc même ça, on perd un peu de notre décision militaire. Des réunions entre les gouvernements des deux États ont lieu au moins une fois par an, alternativement en République française et en République fédérale d'Allemagne. Oh, la parité, Madame Schiappa va être ravie. Après l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil des ministres franco-allemands adopte un programme pluriannuel de projets de coopération franco-allemande. Le Conseil des ministres franco-allemands. C'est incroyable. En fait, on parle même plus de Conseil des ministres français ou franco-allemand. J'ai l'impression qu'on est en train de se fusionner en fait, la façon que c'est écrit. J'ai l'impression que la France et l'Allemagne se fusionnent. Je dis les eurorégions, il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus. Mais on y approche à grands pas des eurorégions et ça va être très très grave. Ça va être une sorte l'Union européenne deviendra un peu l'Amérique de l'Europe. Ce sera des communes, des fédérations. La France ne sera plus la France, mais sera une fédération de l'Union européenne. Article 24. Un membre du gouvernement des deux États prend part une fois par trimestre au moins et en alternance au Conseil des ministres de l'autre État. C'est pareil, pourquoi l'Allemagne, pourquoi pas avec l'Espagne, l'Italie, pourquoi pas avec tout ça quoi. Pourquoi pas. Je peux entendre l'argument que l'Allemagne, elle est, on va dire, le tampon entre la France et tout ce qui est la Syrie. En fait, l'Allemagne est le pays plus proche de la Syrie que ne l'est l'Italie, par exemple. Donc, voilà, pour créer des relations, on va dire, sécuritaires. Mais c'est pareil, la migration ne vient pas que de la Syrie. Vous avez des migrants qui viennent également de l'Afrique noire, où il y avait Boko Haram également. Donc, pourquoi ne pas traiter directement avec l'Italie aussi, par exemple, l'Espagne, sur ces mêmes sujets-là. Je pose la question. Disposition finale, donc voilà.
Donc voilà ce à quoi je voulais en venir. Je reviens rapidement sur l'article 4. Se prête aide et assistance par tous les moyens dont il dispose, y compris la force armée en cas d'agression armée contre leur territoire. Ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je voulais revenir. Mais également, les deux États élaboreront une approche commune en matière d'exportation d'armement en ce qui concerne les projets conjoints. Donc on va vendre des armes à droite à gauche, mais légalement. Et oui, et un dernier point, c'est assez drôle parce que la plupart d'autres traités, les traités ne sont là que pour orienter éventuellement la façon future d'agir de tel et tel État, tandis que là, apparemment, ce traité, c'est plus que ça, c'est quelque chose qui va être appliqué. Donc pourquoi deux poids, deux mesures en fonction des traités? Pourquoi nous racontons que les traités ne sont là que pour orienter, alors que celui-ci sera appliqué? Corde sensible et moi-même espérons que cette petite vidéo vous aura plu et nous vous disons à très bientôt.